Bon, nous allons commencer la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire dédié à la facturation électronique. Donc, le but de ce webinaire consistera dans un premier temps à vous exposer les enjeux liés à cette réforme. Dans un deuxième temps, nous allons vous apporter les éclairages nécessaires à la mise en conformité de vos activités par rapport à cette nouvelle réforme. Donc, très rapidement, je me présente. Donc, Sébastien Mialet, expert comptable et associé au sein de GVA Sémaphore. Je travaille depuis à peu près 14 ans sur la partie TPE-PME du secteur privé. Et je suis ravi de co-animer ce webinaire avec Laura Coppola, que je laisse se présenter. Merci Sébastien. Bonjour à tous et bienvenue. Donc effectivement, je me présente, Laura Coppola, expert comptable associé du cabinet Sémaphore. Donc pour ma part, j'interviens sur la partie secteur public depuis un petit peu plus de 10 ans et notamment auprès des entreprises publiques locales sur les secteurs de l'aménagement, de la promotion, de la construction, sur les délégataires de services publics et sur le logement social. Sébastien et moi, en fait, faisons partie du groupe Facture électronique qui a été mis en place au cabinet justement pour suivre un petit peu toutes ces évolutions. Donc, nous allons pouvoir dérouler tout le programme. Juste en termes de logistique, vos micros et vos caméras sont coupés pour qu'on puisse dérouler le support parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations sur 1 heure de présentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous reviendrons vers vous pour y apporter des réponses. Merci Laura. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet en vous présentant le sommaire dédié à la facturation électronique. Hop. Donc, qu'est-ce que nous allons voir par rapport à ce webinaire? Donc, pourquoi cette nouvelle obligation? Donc, nous allons aborder des différentes notions. Donc, déjà les textes, la notion d'assujetti, avec des principaux cas de figure que nous allons vous présenter. Nous allons aborder la notion de e-invoicing, la notion de e-reporting, qui vont être des termes qui vont être courants dans le futur à ces profs. Les dispenses d'obligations par rapport à la facturation électronique, parce que vous le verrez, elles ne concernent pas toutes les entreprises. Et un récapitulatif à la fin du webinaire pour que vous puissiez savoir où se situe votre entreprise. Donc, et comment mettre en place également la facturation électronique. Donc, pourquoi cette nouvelle obligation? Hop. Donc, en fait, nous avons 4 objectifs principaux qui ont été mis sur la place par rapport à l'État. Donc, nous avons un objectif de lutte contre la fraude à la TVA. Donc, on estime que la fraude à la TVA représente à peu près 15 milliards en France en 2019. Bon, un rapport en 2024 est sorti. En réalité, ils estiment la fraude entre 7 milliards et 25 milliards. Donc, on voit à peu près tous les chiffres. Bon, c'est extrêmement difficile, évidemment, d'avoir des chiffres concernant cette fraude à la TVA. Donc, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de diminuer les coûts déclaratifs et surtout faciliter les déclarations à terme. Donc, l'administration, à terme, elle souhaite faire, en tout cas, pré-remplir les déclarations de TVA, notamment la partie haute liée au chiffre d'affaires. Donc, pour ça, effectivement, comment diminuer les coûts? C'est par l'automatisation et la digitalisation. Donc, deuxième objectif. Troisième objectif, réduction des coûts et des délais de paiement pour permettre une amélioration de la compétitivité. Donc, comment réduire ces délais de règlement? L'idée de la réforme, c'est d'offrir plus de transparence dans le processus comptable et inciter les acteurs à améliorer leurs pratiques de paiement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on verra tout à l'heure, il y a des cycles de vie au niveau des factures. Et donc, l'administration disposera en temps réel d'une vision en temps réel de l'activité de facturation et également des retards de paiement. Donc, l'idée, c'est vraiment de fluidifier tout ça et d'accélérer les délais de règlement. Et ensuite, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité parce que on va devoir reporter à l'administration fiscale dans certains délais des informations. Donc, elle aura déjà toutes les informations concernant les flux domestiques au niveau de la France, mais elle souhaite également avoir toutes les informations, que ce soit des achats, que ce soit des ventes hors France, donc en UE et hors UE, donc concernant tous les flux que les entreprises connaîtront par rapport à leur activité. Donc, c'est vraiment connaître l'activité en temps réel. Donc, et comme ça, piloter les politiques lorsqu'il y aura des mesures à prendre. Donc, c'est 4 objectifs principaux qui ont permis la mise en place de la facturation électronique. Ensuite, les opportunités. Donc, nous avons synthétisé, je dirais, les 6 opportunités liées à l'automatisation. Donc, pour résumer, en fait, nous avons une automatisation et une émission plus fluide des factures, premier objectif. Deuxième objectif, réduction des délais de paiement, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une meilleure qualité au niveau des échanges B2B. À partir du moment où on arrive à réduire les délais de paiement, on espère qu'au niveau des échanges entre entreprises, qu'on puisse avoir une qualité meilleure.
une diminution des coûts. Il faut savoir que là, une facture papier, aujourd'hui, elle est estimée un coût pour la facture entre 5 et 20 euros selon que la facture est entrante ou sortante. Et un rapport en 2024 est sorti, on estime que le coût d'une facture électronique se situe entre 1 et 2 euros. Donc vous voyez qu'entre 5 et 20 euros facture papier et 1 et 2 euros pour une facture électronique, on se situe vraiment sur une économie au niveau des coûts. Alors quand on parle de coûts, c'est le délai de traitement, c'est le délai de saisie, c'est le délai d'émission, c'est le délai de relance, c'est le coût au niveau de l'archivage. Voilà, tous ces coûts ont été pris en compte pour estimer qu'on arriverait sur un coût de 1 à 2 euros pour la facturation électronique. Donc, ensuite, une meilleure connaissance évidemment des échéances fournisseurs et clients, parce qu'à partir du moment où on a une automatisation, une digitalisation, on aura des reportings qui permettront de connaître en temps réel je dirais les dates de paiement. Et ensuite, un stockage plus accessible. Donc, vous verrez que on va utiliser ce qu'on appelle des plateformes agréées qui permettront un stockage des factures entrantes et sortantes dans un espace unique en fonction du choix que l'entreprise fera pour choisir en tout cas sa plateforme et envoyer les factures. Donc on est vraiment sur cet esprit-là de réduction des coûts, de stockage un peu plus simple, d'automatisation, de digitalisation et de connaissance surtout de tous les flux qui passent pour une entreprise. Donc, pourquoi la facture électronique? Il faut savoir qu'on se situe dans un contexte international. Donc, la facture électronique est née en réalité en 2024 au Mexique. Et elle a été mise en place surtout en Amérique latine, donc le Chili, l'Argentine, le Pérou, le Brésil. Donc ça commence par ce pays-là en tout cas, et ensuite ça s'est étendu à l'Europe. Donc l'Europe, l'Italie a fait la course en tête dès 2019. Elle a mis en place la facture électronique. Tous les professionnels italiens doivent transmettre des factures par voie électronique à leurs clients, basés dans leur pays. Donc, on est vraiment sur des flux domestiques. Et ils utilisent tous la même plateforme, qui est une plateforme de l'administration fiscale qui s'appelle la SDI, donc en italien, Sistema di Intercambio. Donc, à partir de là, l'Europe a également, en tout cas, s'est lancée dans une harmonisation pour qu'on puisse échanger les flux entre les factures européennes également de façon, en tout cas, avec des factures électronique. Donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle une directive VIDA depuis 2022. L'objectif, c'est de harmoniser tout ça à partir de 2030. Et cette directive VIDA, lorsqu'on transpose en français, ça veut dire la TVA à l'heure du digital. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette facturation électronique a été mise en place en France. Elle répond à des normes européennes et mondiales de façon à ce que très prochainement, on puisse échanger des factures électroniques entre chaque pays. Donc ensuite, mise en place progressive. Donc là, je vais laisser Laura vous présenter la mise en place progressive de la facturation électronique. Donc, effectivement, merci Sébastien. Donc, ce sujet qui commence donc vous avez sûrement entendu parler depuis déjà quelques années, puisqu'il y avait une première date qui était pour la France en 2024, et puis qui a été reportée à partir de 2026. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une mise en place qui est progressive. Alors, attention, soyez prudents. Il y a deux types dans cette réforme de date. Il y a tout ce qui est lié à la réception des factures, où là, pour tout le monde, ça sera au 1er septembre 2026. Donc là, il n'y a pas de tolérance et pas de déport sur 2027. Donc pour la réception, que vous soyez une TPE, PME, une ETI ou une grande entreprise, c'est au 1er septembre 2026. Et en revanche, c'est sur le calendrier pour l'émission qu'il peut y avoir un différé, puisque les TPE, PME devront répondre à la facturation électronique à compter du 1er septembre 2027. Là où les ETI et les grandes entreprises sont éligibles dès le 1er septembre 2026. Donc, pour apprécier les critères qui définissent la taille de votre entité, donc ça s'apprécie au 1er janvier 2025. Donc voilà, bien à regarder. Et donc vraiment, ce qu'il faut retenir de ce calendrier en application, donc c'est une réception pour tout le monde à partir du 1er septembre 2026 et en émission, donc différée en fonction de la taille de votre entreprise. Alors, si la majorité des entités du tissu économique français se situera au 1er septembre 2027, faites attention puisqu'effectivement, parmi vous, certains sont déjà éligibles au 1er septembre 2026. On a notamment le cas sur quelques entités du secteur public. Juste pour compléter, Laura, donc les grandes entreprises et les ETI qui doivent émettre des factures au 1er septembre 2026, ça représente à peu près 6100 entreprises en France. Et on n'a pas mis, mais les groupes TVA, par exemple, à partir du moment où on fait partie d'un groupe TVA,
on doit pouvoir être, en tout cas, être en capacité d'émettre des factures électroniques dès septembre 2026. Ok, donc si on rentre un petit peu plus dans la réforme et de quoi s'agit-il? Donc tout d'abord, on va vous parler de revenir sur les définitions essentielles d'assujettis et redevables qui définissent en fait les obligations en termes de facture électronique et vous présenter les principaux cas de figure. Donc, dans cette réforme de facture électronique, qu'est-ce qui va changer pour vous et comment est-ce qu'elle est constituée? C'est qu'il y a deux volets distincts. Donc, certainement, vous avez quasiment tous entendu parler prioritairement de la facture électronique au sens e-invoicing, comme l'a présenté Sébastien tout à l'heure. Donc, c'est l'obligation de faire la facture électronique entre assujettis à la TVA domestique. Donc, ce qui va entraîner, on va le voir tout à l'heure un peu plus en détail, mais en gros, ça va générer un usage de format de facture qui est numérique et standardisé. Ensuite, une transmission obligatoire de ces factures via des plateformes qu'on appelle les plateformes agréées, donc les anciennes PDP, si vous avez suivi les changements, et des données qui sont transmises à l'administration fiscale. Donc ça, c'était la partie e-invoicing de la réforme. Et à côté de ça, on a une petite partie qui est un peu moins connue ou dont on a un petit peu moins entendu parler, mais qui est tout aussi importante. Donc c'est la partie du e-reporting. Ce sont les données qui devront être transmises à l'administration fiscale, donc à la fois sur les transactions, mais aussi sur les données de paiement, notamment sur les opérations qui sont réalisées avec des non-assujettis ou avec des sociétés qui sont domiciliées à l'étranger. Donc, si on arrive sur le slide suivant, donc là, on vous rappelle la notion d'assujetti et de redevable, puisque je vous disais que la facture électronique au sens e-invoicing se fait entre des assujettis à la TVA. Donc, sur la notion d'assujetti, la définition fiscale, donc c'est toute personne qui soit physique ou morale et qui exerce une activité économique de manière indépendante et à titre habituel. Donc, vous voyez avec cet arbre de décision. Donc, si vous ne réalisez pas d'opération économique, donc vous vous retrouvez dans la partie de droite, vous êtes donc non imposable et non assujetti puisque hors champ. Donc, dans ce cas-là, effectivement, la réforme ne s'appliquera pas pour vous. En revanche, si vous réalisez des opérations économiques, il va falloir regarder si celles-ci sont bien imposées ou si vous avez des dispositions en fait fiscales qui exonèrent ces activités. Auquel cas, si elles sont exonérées, vous serez non redevable, mais vous êtes pour autant assujetti. Donc, si on donne juste rapidement quelques petits exemples, tout ce qui est franchise en base, vous vous retrouverez ici. Les associations à but non lucratif, exclusivement, vous vous retrouvez dans le hors-champ. Et si on prend l'exemple des imposés sur option, ça sera notamment le cas sur des locaux nus d'activité qui sont en principe exonérés de TVA, mais qui sur option peuvent venir dans le champ et être imposés. Donc dans ce cas-là, vous serez redevable. Donc bien sûr, vous aurez compris que vos entités peuvent se retrouver un petit peu partout dans ce schéma-là. Et donc, en fonction des opérations que vous allez mener, vous pourrez relever ou non de certains champs de la facture électronique. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur les non imposables, en tout cas ceux qui sont hors champ, qui sont non assujettis, on retrouvera principalement les associations à but non lucratif qui ne sont pas du tout fiscalisées, donc vraiment avec une gestion totalement désintéressée. Donc on est vraiment hors champ d'application. On va retrouver les particuliers, parce que généralement un particulier ne fait pas d'opération économique, et on va retrouver les holdings purs, donc vraiment gestion de titres. Sans s'immiscer dans la gestion de ses filiales, aucune refacturation. Voilà, je détiens des titres. C'est une activité civile par nature, donc qui n'est pas commerciale. On est vraiment hors champ. On va retrouver généralement ces trois types de sociétés dans tous les autres cas, qu'on soit effectivement à TVA ou pas à TVA. À partir du moment où on réalise des opérations économiques, on est sur la partie gauche et on rentre dans le champ d'application de la facturation électronique. Donc là, c'est un deuxième slide qui reprend un petit peu la notion d'assujetti et de redevable, non redevable, mais avec des petits exemples, puisque donc vous voyez que si vous êtes sur la partie gauche et que vous réalisez des opérations qui sont imposables à la TVA, donc vous êtes assujetti et redevable, et soumis donc à l'obligation d'émission, et j'insiste sur le terme d'émission à la facture électronique. Si vous êtes non redevable, notamment parce que vous réalisez des opérations qui sont exonérées par les articles 261 à 261E du CGI, donc, vous voyez que du coup, vous êtes dispensé de d'émission de la facture électronique.
En revanche, vous êtes bien soumis à l'obligation de réception des factures électroniques. Et vous avez sur la partie droite tout ce qui est redevable partiel. Donc, si vous réalisez des opérations qui sont à la fois imposables et à la fois exonérées, donc en fonction, pour les opérations qui sont imposables, vous serez bien soumis à l'obligation d'émission des factures électroniques. Donc voilà, donc il faut bien avoir en tête que du moment que vous êtes assujetti, vous devez réceptionner les factures électroniques, même si vous êtes non redevable. Cette notion d'assujetti non redevable et redevable, non redevable, elle est vraiment très très importante. Il faut vraiment voilà, se focaliser sur la notion d'assujetti. Donc, si on reprend les 3 principaux cas de figure qui peuvent se rencontrer dans cette réforme, donc le premier cas, donc vous êtes fournisseur assujetti à la TVA et établi en France. En face de vous, votre client, de même, c'est un assujetti à la TVA établi en France. Donc, on se trouve dans une situation de 2 assujettis domestiques. Donc là, on entre pleinement dans la facturation électronique, dans le e-invoicing. Donc ça, c'est le premier cas. Le second cas, vous êtes toujours un fournisseur assujetti à la TVA et établi en France. En revanche, votre client, lui, ne sera non assujetti à la TVA. Donc, ça sera notamment le cas de ce que rappelait Sébastien sur les particuliers, par exemple, ou les associations ou les sociétés étrangères. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas du e-invoicing, mais par contre, vous êtes bien éligible au e-reporting, ce qui veut dire que vous aurez un format de facturation libre pour la transmission à votre client, mais les données de cette transaction devront être communiquées à l'administration fiscale. Et ensuite, on a le dernier cas, si vous êtes donc non assujetti, donc c'est-à-dire hors champ, ou si vous êtes assujetti mais que vous réalisez des opérations qui sont exonérées, et qu'en face de vous, alors que vous ayez un client qui lui soit assujetti ou non à la TVA, dans les 2 cas, vous serez dispensé de facture électronique et d'e-reporting. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail après sur ces cas-là. Donc la notion d'e-invoicing. Donc la notion d'e-invoicing, comme l'a rappelé Laura, c'est vraiment l'émission d'une facture électronique. Donc dès qu'on est dans le champ d'application de la facture électronique, on va devoir émettre des factures sous un format électronique. Donc il existe 3 formats. Donc on va quand même commencer par la partie gauche, ce qui veut dire qu'à partir du moment où je suis dans le champ de la réforme, je ne pourrai plus envoyer de facture Word, je ne pourrai plus envoyer de facture Excel, plus de facture PDF ou JPEG, peu importe. Tous ces formats, ce sont des formats qui vont disparaître. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où je dois rentrer dans la réforme et émettre des factures électroniques, j'ai 3 choix. Donc, en fait, ce qu'on appelle ces formats, c'est ce qu'on appelle les formats du socle. Donc, en fait, il y en a 3. Il y a le format, ce qu'on appelle UBL, un format C2I et un format FactureX. Donc, les formats C2I, donc c'est ce qu'on appelle le Cross Industry Invoice. Donc, c'est simplement en fait une facture qui est émise sous format XML. Ensuite, nous avons un autre format standard qui est UBL, Universal Business Language. Donc ça, ce sont des formats également, c'est un format XML. Donc il faut savoir que ces 2 formats, C2I et UBL, sont des formats qui sont en pratique assez proches, issus du même bibliothèque sémantique de données métiers. Donc ils contiennent des données, des informations d'une facture, ils font appel à une liste de codes métadonnées très souvent très longue. Donc en fait, ils se rapportent souvent à des activités très spécifiques, des secteurs comme l'industrie et la grande distribution. Normalement, ces 2 formats UBL C2I seront très peu utilisés. Donc après, on a un 3e format, qui est un format ce qu'on appelle hybride, qui est la facture X. Donc certains la connaissent peut-être. C'est une format qui est issu d'une norme franco-allemande. Donc en fait, c'est quoi cette facture X? C'est un format en fait qui contient 2 volets. Un volet XML, donc qui est la facture électronique, et il permet de transformer ce XML en format PDF, de façon à ce qu'on puisse lire voilà, de façon lisible, ce qu'on appelle le lisible, la facture. Donc ça ne va rien changer. À partir du moment où j'ai une facture X, elle va être sous format électronique XML, mais en fait, elle permet de visualiser la facture en PDF. Donc on va recevoir une facture électronique, mais on va les visualiser comme avant, une facture PDF. Donc on pourra la visualiser, la refuser ou la valider. Donc en termes, je dirais, de format, voilà, nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est le format PDF pour pouvoir visualiser que ma facture est conforme au bon de commande. Donc ça va être, je dirais, ce format-là qui va être le plus répandu normalement. UBL-C2I, c'est un format que toutes les plateformes agréées devront en tout cas être en capacité de recevoir parce que c'est une obligation, c'est dans les normes.
c'est dans le cahier des charges. Mais par contre, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que cette facture X, qui est un format hybride, va être le format le plus utilisé lorsqu'on va utiliser un format électronique. Donc, je suis dans la réforme, je dois émettre des factures. Les factures PDF, Word, Excel, c'est terminé. Il va falloir que je choisisse une solution, un éditeur, qui me permette en tout cas, de pouvoir émettre des factures X de façon à ce qu'elles arrivent à mes clients. C'est une obligation. On ne pourra plus envoyer ces factures comme avant. Alors, il y a une tolérance. À partir du moment où j'ai un éditeur qui me dit, bah oui, mais moi, je suis pas en capacité tout de suite d'émettre des factures en tout cas en format électronique, que ce soit facture X ou BL ou C2I. Donc, on a une tolérance jusqu'au 31 décembre 2027 où je vais continuer à émettre mes factures en PDF, à charge à cet éditeur de transformer cette facture PDF en facture électronique. On parle de transformation. À l'origine, toutes les factures doivent être en format électronique, mais si on n'est pas capable de faire une format électronique, on est capable, en tout cas, on va demander à notre éditeur, mais c'est vraiment une solution transitoire et que je ne recommande pas, de continuer à émettre une facture en PDF et de la transformer en format électronique. C'est une tolérance. Mais en tout cas, nous, on ne va pas recommander ça. On va recommander de choisir immédiatement des éditeurs, des solutions compatibles qui vont émettre les factures et qui vont pouvoir les émettre immédiatement en facture X, qui sera, je dirais, le format électronique le plus répandu. Après, il peut y avoir du C2I ou du UBL, mais bon, ces formats-là, a priori, seront très peu utilisés. Donc ensuite, le procédé. Donc là, on a vu que la facture électronique, elle répond à des normes très très précises et que il va falloir en tout cas envoyer nos factures sous format électronique. Après, il y a un deuxième choix. Comment je vais envoyer mes factures? Donc si je suis dans la réforme et que comme on l'a vu dans les 3 cas d'usage tout à l'heure que Laura à montrer, je dois émettre une facture à un client qui est en France, qui est à TVA, je ne pourrai plus l'envoyer par mail, je ne peux plus l'envoyer par courrier, je ne peux plus lui remettre de la mano à la mano si je veux voir mon client. Tout ça, c'est terminé. Par fax, voilà, on ne peut plus envoyer des factures comme avant. On sera obligé de passer par ce qu'on appelle une plateforme agréée, ce qu'on appelait anciennement une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc ces plateformes, elles sont à peu près une centaine au jour d'aujourd'hui. Elles ont reçu, alors là, il faut vraiment faire attention, elles ont reçu ce qu'on appelle un agrément provisoire. Voilà, c'est vraiment provisoire. Donc, c'était en décembre 2024. Donc, elles sont auditées par l'administration fiscale. Il y a un cahier des charges très précis qu'il faut respecter. Donc, 12 mois, ça veut dire que là, au 4e trimestre 2025, on va savoir lesquelles sont agréées de façon définitive. À partir du moment où elles sont agréées de façon définitive, deux solutions. Soit elles sont agréées, elles ont respecté l'intégralité du cahier des charges et tout va bien. Soit elles sont agréées avec réserve, et là, donc, il faudra vérifier c'est quoi les réserves. Est-ce qu'effectivement, il y a des cahiers des charges, en tout cas une partie du cahier des charges qui n'est pas respectée, donc on émet des réserves à elles, à charge de se mettre en conformité dans un certain délai. Donc ça, il faudra vraiment faire attention à cet agrément définitif qui sera accordé pour 3 ans. Donc ça veut dire qu'elles ont un agrément, elles peuvent, on verra tout à l'heure, émettre et recevoir des factures, et donc jusqu'à 3 ans. Donc 3 ans après, réaudit. Elles sont réauditées pour 12 mois. Il faut savoir qu'on est sur des normes. Les normes, elles sont appelées à évoluer. Donc ce n'est pas parce qu'une plateforme agréée aujourd'hui respecte le cahier des charges qu'elle va être agréée de façon définitive que dans 3 ans, les nouvelles normes vont arriver. Est-ce qu'elle va pouvoir respecter ce nouveau cahier des charges? Donc nous, on va être très attentifs au choix des plateformes agréées de façon à ce que lorsqu'elles auront un agrément, on va vérifier est-ce qu'il y a des réserves et quelles sont ces réserves. Parce que du coup, ça a un impact plus tard pour le choix et il ne faut pas qu'on s'amuse à changer de plateforme parce qu'une telle plateforme a perdu son agrément. Donc, on est obligé d'envoyer des factures via une plateforme agréée. Donc, ces plateformes agréées sont des prestataires privés. Donc, avec certaines communiquent sur une gratuité, certaines communiquent sur un coût. Donc, tout ça, ça va être notre rôle, on le verra plus tard, de vous aider à choisir la bonne plateforme agréée. Donc voilà, on est obligé de les envoyer par des plateformes agréées. Ça, c'est très, très, très important. Donc ensuite, la plateforme agréée, à partir du moment où elle sera agréée, on la choisira. On peut en choisir plusieurs. On peut choisir une plateforme agréée pour la réception de ces factures. Donc tous les fournisseurs qui nous envoient des factures, on choisit une plateforme agréée et toutes ces factures vont arriver sur cette plateforme. On peut également choisir une plateforme agréée pour l'émission de ces factures. Donc on en aura 2. Ça demande un peu plus de process, mais voilà, tout est libre. On peut en choisir une plateforme unique qui va permettre d'émettre ces factures vis-à-vis de ses clients en facture électronique et de permettre de recevoir les factures électroniques que je reçois de mes prestataires. Donc ça, c'est à étudier au cas par cas. Attention aux courriers, aux sollicitations que vous recevez actuellement en disant je suis plateforme agréée, je vous autorise, en tout cas, est-ce que vous m'autorisez en tout cas à me choisir pour 3 ans? Aujourd'hui,
les plateformes sont agréées de façon provisoire. Aucune plateforme n'est agréée de façon définitive. Donc aujourd'hui, il y a les banques qui vous sollicitent, il y a des éditeurs qui vous sollicitent en disant je suis plateforme, vous pouvez me choisir, c'est gratuit, attention à ce que vous signez. Notre recommandation, c'est de solliciter votre expert comptable, contactez-nous avant, ne signez rien, parce que aujourd'hui, elle peut être plateforme agréée, vous signez un document, demain, après l'audit, 4e trimestre, il y a des réserves. Une fois que vous avez signé, ça peut être très compliqué. Donc, ne signez aucun bon de commande par rapport à l'inscription à ces plateformes avant de nous avoir sollicité. Nous, on fera le benchmarking, on vérifiera quel service offrent ces plateformes agréées. Donc, transmission entre plateformes. Donc, je dois choisir une plateforme pour émettre ma facture, obligatoire. Je ne peux plus envoyer par mail. Mon client, pareil, il doit choisir une plateforme agréée pour recevoir sa facture. Donc, toutes les factures vont être échangées entre plateformes agréées. Donc, comment ça va se passer? Donc, en fait, il va falloir que nous, à partir du moment où on a choisi une plateforme agréée, il va falloir qu'on décide d'une adresse électronique. Donc, adresse électronique, il y a plusieurs choix. Ça peut être le numéro de sirène. Ça peut être le numéro de SIRET si je décide que mes factures arrivent à plusieurs établissements. Et ça peut être également des codes routage. Donc, des codes routage, ça va être, par exemple, sirène, underscore SIRET, underscore services généraux, par exemple, si je veux que cette facture arrive aux services généraux. Donc, le rôle en tout cas, l'obligation, ça va être de solliciter, en tout cas, de communiquer à vos clients vos adresses électroniques, de façon à ce que les factures, lorsqu'elles arrivent à votre plateforme, que votre plateforme sache où les diriger. Ça peut être un service de frais généraux, ça peut être un service financier, ça peut être un service paye pour un choix d'un logiciel, ça peut être pas mal de choses. Donc, il va falloir choisir les adresses électroniques, les communiquer à la plateforme agréée qui, elle, les communiquera à ce qu'on appelle un annuaire, qui est la plateforme publique de facturation. Cette plateforme publique de facturation, elle est gérée par l'État. Donc, elle a deux rôles. Un rôle de concentrateur de données. Donc, Laura l'a expliqué tout à l'heure, c'est que dès qu'on émet une facture, on a une extraction de données de ces factures qu'on va remonter à l'administration fiscale. Il y en a à peu près 26. Code pays, sirène acheteur, sirène vendeur, voilà, un certain nombre d'obligations. Et elle va également gérer l'annuaire. L'annuaire de toutes les adresses électroniques, c'est cette plateforme publique de facturation qui va le gérer. Donc, en fait, vous envoyez une facture à votre plateforme agréée. La plateforme agréée, elle ne connaît pas l'adresse de code routage de votre client. Elle va interroger l'administration fiscale qui détient l'annuaire. Cet annuaire va, en tout cas, elle va informer notre plateforme agréée, quelle est la plateforme agréée du client, quelle est son adresse électronique. Et donc, dès que j'ai cette information, moi, ma plateforme agréée va transmettre à l'autre plateforme agréée la facture. Donc, vraiment, on est vraiment sur des transmissions de factures via ces plateformes agréées. Et un portail public de facturation géré par l'État qui gère un annuaire. Voilà. C'est eux qui vont gérer l'annuaire et les adresses électroniques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que je suis dans le champ de l'application de la TVA, fini les factures PDF, fini les factures XML, tolérant jusqu'au 31 décembre pour transformer des factures électroniques. Et surtout, l'envoi des factures, c'est par des plateformes, obligatoirement. Les mails, c'est terminé. Donc, obligation de choisir une plateforme agréée au 1er septembre 2026. Très important. Hop. Donc, le rôle d'une plateforme agréée, j'ai commencé à en parler, mais on va rentrer dans le détail. Donc, la plateforme agréée, donc déjà, lorsque vous allez envoyer une facture électronique à votre plateforme que vous aurez choisie, elle va vérifier la conformité des factures. Elle va vérifier qu'il n'y a pas de virus. Elle va vérifier qu'il y a toutes les mentions obligatoires. Elle va vérifier que hors taxe TVA égale TTC. Si toutes ces choses-là ne sont pas conformes, elle va rejeter la facture. Et donc, il faudra recommencer. Parce qu'il manque des mentions, parce que on s'est trompé entre hors taxe, TVA et TTC. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire, cette plateforme agréée? À partir du moment où elle a contrôlé la facture électronique, elle va la transmettre à votre client, en tout cas à la plateforme agréée de votre client. Donc avant de la transmettre, elle va également extraire des données qu'elle va transmettre à l'administration fiscale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'administration fiscale veut faire le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc en fait, en tout cas les pieds de page, les hauts de page des factures et quelques lignes de facture, les informations vont remonter par facture à l'administration fiscale. Donc, elle va également réceptionner les factures électroniques. Si vous avez choisi une seule plateforme électronique pour la réception et l'émission, donc elle va être chargée d'émettre des factures électroniques. Elle va être chargée également de réceptionner les factures électroniques. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi cette partie-là. Donc, ensuite, elle va gérer des statuts obligatoires. Donc, il faut savoir qu'une facture, lorsqu'elle va rentrer dans le circuit, on a des statuts obligatoires qui vont remonter à l'administration fiscale. Donc, je dépose une facture sur la plateforme, l'administration fiscale va être au courant. La plateforme rejette cette facture pour non-conformité, l'administration fiscale va être au courant.
Je reçois une facture, mais elle m'a été adressée à tort. Le client s'est trompé, il s'est trompé de destinataire, donc je suis en droit de refuser cette facture. Donc il y aura un bouton qui existera pour dire, bah non, moi, on m'a envoyé une facture qui ne me concerne pas, je la refuse. Donc pareil, l'administration fiscale va être au courant qu'on a refusé une facture. Et à contrario, lorsque j'encaisse une facture, donc j'ai émis une facture à un client, donc le client règle, donc j'ai encaissé cette facture, pareil, ce statut-là va être remonté à l'administration fiscale. Donc il faut savoir que nous avons 4 statuts, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture, donc qui vont être obligatoirement remontés à l'administration fiscale. Le statut déposé rejeté, ce sont des statuts automatiques qui vont être gérés par les plateformes, donc vous n'aurez pas forcément, en tout cas, vous n'aurez pas d'action à faire. Par contre, le statut refusé, c'est un statut manuel parce que bah, c'est une facture qui ne vous était pas destinée. Donc vous appuyez sur un bouton pour dire bah non, elle n'est pas destinée, je la refuse. Et le statut encaissé, pareil, c'est une action manuelle pour informer l'administration que vous avez encaissé la facture. Donc la plateforme agréée, elle va également gérer le e-reporting, c'est ce qu'on a vu. Alors gérer le e-reporting, c'est quoi? C'est surtout déposer le e-reporting. Le e-reporting, c'est dire, bah, on le verra tout à l'heure, c'est remonter à l'administration fiscale des données concernant les transactions B2B internationales et les transactions B2C. Ça va être remonter les données de paiement. Je vais devoir informer l'administration fiscale tous les paiements, qu'ils soient pour des sociétés installées en France ou des sociétés installées à l'étranger. Dès que je reçois un paiement, je dois informer l'administration fiscale. Donc on est vraiment sur des obligations qui sont assez étendues. Et ensuite, je vais devoir, comme on l'a vu, transmettre ces données de reporting au PPF, la plateforme publique de facturation. Après, nous avons, ce qui est en rouge à l'écran, nous avons des services complémentaires qui vont pouvoir être offerts par les plateformes. Donc ces services, bah, certaines vont les proposer, peut-être que d'autres ne les proposeront pas, il y aura un coût. Donc tout ça, effectivement, il va falloir que nous, dans le cahier des charges, qu'on essaye de challenger toutes ces plateformes agréées par rapport à ces services. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, transformer une facture en PDF, tolérance au 31 décembre 2027, émettre et recevoir des factures hors périmètre. Donc, c'est-à-dire que j'émets des factures à l'international, je reçois des factures à l'international. On a vu tout à l'heure qu'on est hors temps, mais à la rigueur, je peux très bien dire, moi, je veux que tout soit centralisé dans un espace de stockage. Donc, je veux que ces factures, elles arrivent sur ma plateforme. Je veux envoyer via cette plateforme mes factures à mes clients étrangers. Ça ne passera pas par des plateformes agréées, mais en tout cas, je pourrais, via cette plateforme, les mettre directement à mes clients. Après, il y aura l'archivage. Donc ça, c'est une notion très importante. Est-ce qu'elles proposeront l'archivage? Est-ce qu'on est sur du stockage? Est-ce qu'on est sur de la conservation? Est-ce qu'on est sur de la gestion des paiements, pareil, donc avec des workflows? Est-ce qu'elle permettra un workflow et le paiement des factures qui vont arriver? Est-ce qu'elle permettra de dire que je suis en litige par rapport à ces factures? Est-ce qu'elle me permettra de ressortir des tableaux de bord, que ce soit de chiffre d'affaires, que ce soit des factures qui sont arrivées à terme, qu'il faut que je relance parce que les délais de paiement ont été dépassés? Est-ce qu'elle va gérer tous ces statuts? Parce qu'il y a aussi des statuts facultatifs. Donc, on a 4 statuts obligatoires, on l'a vu, déposer, rejeter, refuser et encaisser. Après, on a 12 statuts facultatifs qu'on ne vous a pas mis parce que il peut y avoir le fait que je suis en litige par rapport à une facture. Il peut y avoir le fait que je veuille que la facture soit complétée. Il peut y avoir le fait que je informe mon fournisseur que la facture est mise en paiement, que je ne valide pas la facture. Ouais, il y a pas mal de statuts complémentaires que les plateformes vont offrir. Donc ça, on va être attentif par rapport à ce rôle-là. Donc, on aura des obligations et on aura des services facultatifs, payants ou gratuits. Tout ça, ce sera en fonction de la plateforme. Donc ensuite, le cas des B2J. Donc, je vais laisser Laura vous présenter le schéma. Donc, effectivement, si je remets dans le contexte, donc on a dit facture électronique, 3 obligations. Donc, on a vu la première qui est sur le format de la facture. La seconde, là, qui est sur le modalité de transmission. Donc, Sébastien vous a présenté dans le cas du B2B l'intervention en fait, des plateformes agréées. On a une dérogation quand on est en B2G, donc quand on intervient avec des collectivités. Donc, c'est par exemple le cas pour les entreprises qui parmi vous travaillent déjà avec une collectivité, puisque depuis 2020, il y a le portail Chorus Pro qui a été mis en service. Et Chorus Pro, donc d'aujourd'hui, sera un bout du PPF de demain. Et de ce qu'on a eu comme information, effectivement, courant d'été, c'est que Chorus Pro va rester la plateforme du secteur public. Donc, vous voyez, si vous êtes une entreprise et que vous transmettez une facture, vous avez 2 possibilités. Donc, soit donc l'encadré de gauche, vous la transmettez à votre PA qui elle-même la transmet à Chorus Pro, soit vous la transmettez en direct via Chorus Pro. Ce qui nous permet de faire une transition sur les entités secteur public. Sébastien, tu peux passer au suivant, merci.
Donc, étant donné que cette plateforme Chorus Pro est maintenue et qu'elle correspond à une partie du PPF et qu'elle a été actée comme étant la plateforme de référence pour le secteur public, il y a une petite particularité pour les EPL d'aménagement qui réalisent des opérations en mandat, puisqu'aujourd'hui, elles sont déjà inscrites sur Chorus Pro, normalement en tant que structure publique. Donc, on vous invite à aller vérifier que vous soyez bien en statut public sur Chorus Pro. Et auquel cas, enfin, dans tous les cas, on va vous adresser une communication spécifique là-dessus et vous indiquer comment changer de statut si vous êtes en statut privé. Et la conséquence de cette inscription en statut public, c'est que pour ces entités, donc Chorus Pro pourra être leur plateforme d'émission de factures électroniques vers les structures assujetties, tout comme ça pourrait être le complément du rôle actuel qui est sur la réception des factures électroniques. Il y a juste un point qui doit être précisé par l'administration fiscale sur la fin d'année. C'est dans le cas donc, de fonctionnement en API, donc ce qui est par exemple le cas de Progisem, puisque vous recevez les factures de Chorus Pro via des API. Autant sur les factures que vous allez envoyer en tant que système d'aménagement à la collectivité, donc vous êtes entre deux collectivités publiques, il n'y a pas de souci, ça pourra passer uniquement par Chorus Pro. En revanche, si par exemple sur une concession, vous louez à une SCI des bureaux, là, on ne sait pas encore, donc on attend les spécifications de l'administration fiscale pour savoir si on pourra utiliser Chorus Pro côté SEM en remplacement d'une plateforme et donc transmettre à la plateforme du client, ou si ça nécessite que ces entités se dotent également d'une plateforme agréée. Donc, on est en relation également avec Progisem sur les développements, donc ils sont en partenariat avec une plateforme agréée qui fait partie justement des groupes de travail référents facture électronique. Donc, on suit de très près la mise à jour de cette actualité. Et certainement qu'on vous proposera très prochainement un webinaire en collaboration avec Progisem pour éclairer ces particularités-là qui, je vois, vous posent beaucoup de questions. Et donc, si on passe à la dernière obligation de la facture électronique, donc on a dit le format de la facture, l'obligation de transmission par une plateforme ou par Chorus Pro, et donc la dernière obligation qui est, donc on en a parlé déjà rapidement, la transmission à l'administration fiscale, donc d'une part des données de facturation et d'autre part des données de paiement. Et donc les statuts du cycle de vie dont en parlait Sébastien. Donc vous voyez que la première partie en haut du graphique, c'est ce que vous a présenté Sébastien tout à l'heure, hein, donc l'échange via des PA entre le fournisseur et le client. Et vous voyez que donc là, on a le PPF qui intervient, puisqu'on va devoir lui communiquer donc des données de facturation avec des mentions obligatoires. Donc, j'attire votre attention sur les nouvelles mentions obligatoires qui, pareil, entreront, enfin, dont la mise en application a été décalée en même temps que la facture électronique et qui entreront en vigueur au 1er septembre 2026, puisque, effectivement, parmi ces nouvelles obligations, donc, on devra reprendre le sirène du coup du client. On devra préciser la nature de l'opération, effectivement, si c'est une livraison de biens ou une prestation de service ou si c'est mixte, puisque l'objectif derrière, vous avez compris, c'est le lien avec l'exigibilité de la TVA. Il faudra également indiquer donc s'il y a une option pour le paiement de la TVA sur les débits et l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de la structure. Donc tout ça, vous comprenez bien que c'est pour traquer la fraude à la TVA et pré-remplir les déclarations à terme avec ces informations-là. Ensuite, donc, il y a les données de statut de cycle de vie, donc que Sébastien a rappelé tout à l'heure. L'administration sera donc au courant effectivement si une facture est déposée, rejetée, encaissée ou refusée. Donc ces statuts-là sont obligatoirement fournis par votre plateforme agréée. Et dans le dernier type de données qu'elle va récupérer, ce sont les données de paiement, donc sur tout ce qui est prestation de service, puisque c'est bien ce qui va lui permettre de savoir si la TVA est exigible ou non. Donc l'objectif, c'est bien de traquer la fraude et d'arriver à terme à une déclaration de TVA qui sera pré-remplie. Merci Laura. Donc nous allons préciser ces notions de e-reporting. Donc alors nous avons, alors comme on l'a vu, on a en fait deux notions. La notion de e-reporting de transaction sur laquelle on va reporter des flux, donc on va vous l'expliquer. Et après, dans un deuxième slide, on a ce qu'on appelle un e-reporting de paiement. Comme l'a dit l'expliquer Laura, c'est reporter à l'État, à l'administration fiscale, les encaissements de toutes les factures, qu'elles soient encaissées de clients français ou de clients UE ou hors UE. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le e-reporting, c'est quoi? C'est en fait, c'est remonter des informations à l'État pour tous les flux qui sont hors champ de la facturation électronique. Alors, qu'est-ce qui est hors champ de la facturation électronique?
Donc, nous avons les factures faites, en tout cas les flux qui sont faits à des particuliers, donc ça peut être des caisses enregistreuses, donc on n'est pas obligé forcément d'émettre des factures. Nous avons des factures qu'on peut émettre à des non assujettis, donc à des associations à but non lucratif dont la gestion est totalement désintéressée, ou une holding mixte. Voilà, donc ou et également, bon ça on parle effectivement des entités qui sont hors champ, et après on peut également avoir des factures qui sont faites en dehors de la France, quel que soit le pays. Donc là également, on est hors champ. Donc pour toutes ces, je dirais, ces entités-là, on est hors champ de la facturation électronique. Donc on peut rester sur des formats comme avant, donc Excel, PDF, documents Word, parce qu'elles ne sont pas sous format électronique, on n'est pas obligé de passer par une plateforme agréée. Donc à partir du moment où on ne passe pas par une plateforme agréée, l'administration fiscale a dit, bah oui, mais moi, ces flux-là, je ne les vois pas. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment où j'envoie une facture à une plateforme agréée, elle doit extraire des données de cette facture et les envoyer à l'administration fiscale. Donc, toutes ces factures-là qui partent à l'étranger, qui partent aux particuliers ou qui partent à des non-assujettis, elle n'a pas les informations et elle n'a pas une vision économique totale du pays. Donc, elle demande aux entreprises de y reporter tous les flux qui sont hors champ de facturation électronique et qui peuvent passer effectivement par des formats comme avant, Word, Excel, Word, PDF, etc. Donc, tout ça, effectivement, elle nous demande de faire un reporting. Elle veut avoir connaissance de tous ces flux. Donc, tous ces flux-là, comme on l'a dit, hein, ça peut continuer par Word ou Excel, mais on peut également les émettre sous format électronique. Ils ne passeront pas par des plateformes agréées, mais on peut très bien dire, ouais, en tout cas, moi, toutes les factures que j'émette, qu'elles soient pour des assujettis, dont les assujettis hors France, hors France, je peux très bien dire à mon éditeur de logiciel de vente de dire, toutes les factures que tu émets, je veux qu'elles soient en facture électronique. C'est une possibilité. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. L'obligation, elle est que lorsqu'on est dans le champ de la réforme, assujetti. Donc ça, c'est la première chose. Donc on va devoir nous remonter tous ces flux-là à l'administration fiscale à partir du moment où effectivement ça ne passe pas par les plateformes agréées. Donc en tout cas, nous, ce qu'on va recommander, c'est de dire, on choisit une solution d'édition de factures. L'idéal, c'est que tous les flux soient en format électronique, parce que pour le paramétrage des écritures, ça va être beaucoup plus simple, et surtout la fluidité et la remontée des informations dans les logiciels comptables. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose par rapport à ce e-reporting, donc on va transmettre donc, ce qu'on a vu, l'administration fiscale, les données de transaction avec un non assujetti. Donc là, comme on résume, donc ce sont les ventes, les achats qui proviennent de personnes morales non assujetties à la TVA, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc j'ai un flux avec l'étranger, qu'il soit achat, qu'il soit en vente, je dois reporter à l'administration fiscale. C'est important. Le seul flux étranger que je ne vais pas reporter, ce sont les importations de biens. Pourquoi? Parce que les importations de biens qui viennent de hors UE, ils passent par la douane et en fait, l'administration fiscale a déjà l'information de ces flux. Donc ça ferait doublon. Donc elle a demandé qu'on ne y reporte que les flux qui sont hors importation. Donc, les transactions ce qu'il faut retenir, dès que j'ai des transactions avec des particuliers, je dois donner l'information à l'administration fiscale. Dès que j'ai des informations avec des non-assujettis, je dois remonter l'information à l'administration fiscale. Et dès que j'ai des flux hors France, qu'ils soient achats ou ventes, je dois également reporter à l'administration fiscale. Donc, au départ, c'était reporté tous les 10 jours. Donc, tous les 2 jours, je devais remonter à l'administration fiscale de façon synthétique tous ces flux-là. Et finalement, elle a eu un peu plus de souplesse. Maintenant, c'est une fois par mois. C'est tout nouveau, c'est tombé au mois de septembre. Donc, on va faire ce e-reporting une fois par mois. Donc, je pense qu'ils vont changer un peu les décrets plutôt que tous les 10 jours. Parce que tous les 10 jours, c'était peut-être un peu lourd. Donc, ça, c'est remonter tous les flux qui sont hors champ de facturation électronique. Donc, c'est ce qu'on appelle le e-reporting de transaction. On se focalise que sur les transactions. Après, nous avons le deuxième reporting, le reporting de paiement, e-reporting de paiement. Donc là, c'est quoi? C'est que je vais devoir transmettre à l'administration fiscale, via ma plateforme agréée, ce qu'on appelle des données de paiement, uniquement pour les prestations de services. Alors, il y a 2 cas de régime de TVA. Il y a le régime de TVA sur les livraisons de biens. Donc là, dès que je fais une livraison, je dois déclarer ma TVA. Donc là, il n'y a pas de sujet d'être payé ou pas. Donc, je livre des biens. Je n'ai pas besoin de faire ce e-reporting parce que je suis sur une activité de livraison. Après, il y a le deuxième cas, je suis sur une activité de prestation de service. Donc, prestation de service, la règle, c'est de dire la TVA est exigible à l'encaissement. Donc là, l'administration fiscale va demander, à partir du moment où je suis sur la TVA sur les encaissements, que je lui reporte tous les encaissements qui ont été réalisés. Donc, on parle des encaissements, des prestations de services réalisées en France ou à l'étranger, qui font l'objet d'une facturation électronique ou pas.
et à destination de professionnels ou de clients non assujettis. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'émets une facture, je suis en prestation de service, je n'ai pas opté pour les débits. Donc, quel que soit, je dirais, le lieu de situation du client, que je sois hors champ, que je sois dans le champ d'application de la TVA, peu importe, j'ai émis une facture, j'ai encaissé une facture, je dois reporter à l'administration fiscale que j'ai encaissé cette facture. Obligatoire. Deux cas de dispense. Donc, je peux être prestation de service et plutôt qu'être éligible sur l'encaissement, j'opte pour les débits. Donc, si j'opte pour les débits, je n'ai pas besoin de faire ce e-reporting de paiement. Deuxième cas, auto-liquidation à TVA, par exemple dans le bâtiment. Donc bah, là, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de y reporter un encaissement là, si je suis en auto-liquidation. Donc par rapport à ce reporting de paiement, certaines sociétés qui ont la trésorerie nécessaire vont peut-être opter pour la TVA sur les débits pour dire bah, je m'exonère de cette partie administrative où je vais devoir reporter encore une fois par mois ce reporting de paiement à l'administration fiscale parce que c'est facture par facture. J'encaisse une facture, j'appuie sur un bouton pour dire encaisser, ça remonte à l'administration fiscale. Donc, deux grosses obligations, e-reporting de transaction, e-reporting de paiement, qui sont liés à la facturation électronique que je vais devoir respecter. Et donc, c'est le même calendrier que la facturation électronique qui a été montré tout à l'heure par Laura. Je suis dans le champ d'application en tout cas, je suis dans le champ d'application de la facture électronique. Je dois émettre des factures au 1er septembre 2026, pardon. Bah, à ce moment-là, je dois également être en capacité de faire mon e-reporting de paiement et mon e-reporting de transaction. On respecte le même calendrier. Donc, deux obligations qui peuvent être assez lourdes. Pour l'instant, on attend les décrets. Les plateformes agréées commencent en tout cas, à mettre ça en place. Donc, ça va être la deuxième obligation, mais voilà, tout aussi importante parce que bah, l'administration fiscale veut avoir vraiment connaissance de tous les flux, qu'ils soient en France, qu'ils soient hors France, particuliers. Voilà, c'est vraiment, on est sur un contexte vraiment très, très global. Donc, les sanctions. Donc les sanctions, il y a des sanctions évidemment qui sont prévues. Donc à partir du moment où je ne respecte pas mon obligation de e-reporting, donc amende de 250 € par transmission omise. Alors quand on avait une obligation de tous les 10 jours, ça faisait 3 fois par mois, donc ça faisait 750 € d'amende par mois, ça faisait un peu beaucoup. En tout cas, maintenant, on est sur une transmission par mois, donc c'est une amende de 250 € si j'ai oublié de faire mon e-reporting, avec un plafond de 15 000 €. Donc attention, parce que les 250 € c'est par e-reporting. Donc si j'ai deux reportings, le e-reporting de paiement et le e-reporting de transaction que j'oublie, là, si on est sur un rythme de un mois, bah là, c'est 500 € d'amende parce que j'ai oublié de faire mon e-reporting. Ensuite, sur le e-invoicing, c'est la façon d'émettre les factures en format électronique. Si je n'émets pas mes factures en format électronique, si je continue à les envoyer en PDF, pareil, on a une amende donc de 15 € par facture non envoyée via la plateforme agréée, avec un plafond annuel cumulé de 15 000 €. Donc, on doit respecter ces formats de facture électronique, UBL, C2I, FactureX. Et si j'oublie, si je continue à envoyer mes factures PDF comme avant, bah là, je risque des amendes de 15 € par facture. Donc, il faut vraiment, en tout cas, c'est une obligation, il faut vraiment faire en sorte de rentrer dans la réforme pour éviter toutes ces sanctions. Donc, il y a des dispenses d'obligations. Donc, ça, je vais laisser Laura vous expliquer les dispenses d'obligations de e-reporting et de e-facturation. Effectivement, merci Sébastien. Donc, on a le cas. Donc, si on est un fournisseur qui est assujetti à la TVA, mais qui réalise des transactions qui sont exonérées, donc dans ce cas-là, je suis dispensé du e-invoicing et du e-reporting. Donc, on vous a mis quelques exemples, donc notamment sur tout ce qui est opérations bancaires et assurances, sur les prestations médicales, donc qui ne sont pas soumises à TVA. Sur les prestations d'enseignement, par exemple, mais également donc, sur tout ce qui est location d'immeubles nus à usage d'habitation et sur les locaux d'activité, si jamais il n'y a aucune option qui a été exercée. Donc, attention, on est dispensé de e-invoicing en émission et de e-reporting, mais pour autant, on reste toujours soumis à la réception des factures électroniques. Donc, ce qui sous-entend que vous voudrez quand même avoir une plateforme agréée pour recevoir ces fameuses factures. Et derrière, La vous notion avez... d'assujetti. Oui, Vas-y, Laura. Donc, j'allais dire pour passer au slide suivant avec le tableau récapitulatif. S'il te plaît, merci. Donc, vous avez compris que votre entité, elle peut se trouver en fait dans différentes cases de ce tableau-là. Donc, vous devrez, en fonction de l'opération qui va être réalisée et de l'acheteur que vous avez en face de vous, soit faire du e-invoicing, soit faire du e-reporting, soit des données paiement, donc le e-reporting de paiement.
Donc, vous voyez que le tableau a été, pour votre entreprise, donc côté fournisseur, on a 3 rubriques. Donc, toujours le cadre d'assujetti qui est concerné, sinon on est hors champ de la réforme. Et donc, au niveau d'assujetti, donc soit vous êtes imposable selon les débits, et en face de vous, vous avez un autre assujetti. Donc, par exemple, le cas d'une cession de terrain à bâtir entre assujettis. Donc, dans ce cas-là, vous êtes bien soumis au e-invoicing. Si jamais vous avez cette session qui est faite avec un non-assujetti, du coup, vous serez dans l'obligation de faire du e-reporting et le format de facture sera libre. Donc là, c'est toujours pareil, c'est un sujet pour la TVA, savoir quand est-ce qu'elle est exigible. Ensuite, vous avez donc le cas, je passe tout en bas, des assujettis qui réalisent des prestations de services. Donc là encore, si vous réalisez une prestation de service avec un autre assujetti établi en France, donc il n'y a pas de sujet, vous passez par la facture électronique et en plus, vous devez donner l'information sur le paiement à l'administration, donc pour déclencher l'exigibilité de la TVA. Si c'est avec un non-assujetti, donc la case en bas à droite, donc il n'y a pas d'e-invoicing, mais il y a bien du e-reporting puisqu'on est avec un non-assujetti. Et pareil, on remonte encore les données de paiement pour l'exigibilité de la TVA. Et ensuite, on reprend les 2 cas de dispense que l'on vient de voir avec les cases du milieu. Donc, si vous êtes un assujetti qui réalise des opérations qui sont exonérées, que vous les réalisiez avec un assujetti ou un non-assujetti, vous n'avez pas d'obligation ni de facturation, ni de e-reporting, mais j'insiste bien, vous serez quand même soumis à la réception des factures électroniques. Donc, vous pouvez très bien être dans plusieurs cas de ces cases-là. Et donc, vous allez mixer en fonction des opérations qui sont réalisées. Merci Sébastien, tu peux reprendre la main. Ce tableau, il est très très important. Il permet vraiment de situer l'entreprise et ses différentes obligations et invoicing pour la facturation, en tout cas l'émission des facturations électroniques et les obligations, que ce soit du reporting ou du reporting en tout cas de transactions et de paiement. Alors, on vous a mis un slide avec les actions concrètes qu'il faut réaliser, en tout cas très rapidement, par rapport à ces obligations de choix de plateforme électronique et par rapport à savoir si je suis hors champ ou dans le champ d'application. Donc, en fait, ça va de droite à gauche. Donc, première étape à réaliser, faire un état des lieux. Donc, de vos obligations. Donc, déjà, c'est de se poser la question, est-ce que je suis dans le champ d'application ou est-ce que je suis hors champ? À quelle échéance? Et quelles sont mes obligations? Est-ce que je dois e-reporting de transactions, e-reporting de paiement? Voilà, est-ce que je dois faire des facturations électroniques pour tous mes clients, lesquels je ne dois pas le faire, etc. C'est vraiment un état des lieux qu'il va falloir faire dès à présent, de façon à se situer par rapport aux nouvelles obligations. Et surtout les choix des éditeurs, ce qu'on appelle des solutions compatibles qui vont pouvoir se brancher à la plateforme agréée si la plateforme agréée ne permet pas, par exemple, d'émettre des factures. Premier état des lieux. Deuxième chose, mise en place, en tout cas mise à jour des référentiels clients et fournisseurs. Donc là, la recommandation, c'est de dire aujourd'hui, j'envoie mes factures par mail, par courrier, peu importe. Demain, il va falloir choisir une adresse, ce qu'on appelle électronique. Donc déjà, c'est mettre à jour sa base référentielle clients et fournisseurs. Vérifier qu'on a les bons sirènes. Et ensuite, lorsque l'obligation va arriver, communiquer à tous nos clients notre adresse électronique. Est-ce que je choisis de prendre quelque chose de très très simple? Je choisis simplement mon sirène. Donc là, de toute façon, l'annuaire, ça va être la première chose qui va être faite. Bon, donc les factures arriveront dans un espace unique. Est-ce que je choisis pour certaines prestations de dire mon adresse électronique, c'est le sirène plus le siret? Pareil, il va falloir informer les clients de façon à ce que les factures elles arrivent au bon endroit, ou est-ce que je choisis d'aller un peu plus loin avec des services, donc underscore services généraux. Donc il va falloir réfléchir à toute cette mise en place de factures électroniques de façon à ce que lorsqu'on va rentrer dans la réforme, j'informe mes clients que ma facture, en tout cas mon adresse électronique c'est la telle, de façon à ce que lorsque j'ai des paiements, que les factures puissent arriver au bon endroit. Donc vraiment la mise à jour de la base tiers et de l'outil de gestion, très très important. Troisième étape, cartographier les flux de factures entrants et sortants. Donc, il va falloir vraiment, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les flux de factures entrants et sortants, ça permettra également de situer les obligations. Donc, ça permet de fiabiliser les processus, peut-être simplifier les flux, peut-être que certains, on va s'apercevoir qu'on était peut-être dans une usine à gaz et qu'il y a des choses à faire pour simplifier les choses par rapport à cette arrivée de factures électroniques. Et quatrième étape, choisir la plateforme agréée donc, pour recevoir et émettre les factures ou plusieurs plateformes agréées, tout dépend des sociétés. Donc là, nous, on va vous accompagner bien évidemment sur le choix des plateformes agréées. Ça demande de réaliser un état des lieux, mais en fonction de vos besoins, des fonctionnalités requises, de la compatibilité, des API, des connexions avec vos éditeurs de logiciels.
Voilà, tout ça, on va choisir les coûts, les tableaux de bord qui vont être offerts. On va vous aider à choisir la bonne plateforme agréée. En tout cas, ce choix de plateforme agréée, pour nous, il est crucial. Mm. Et en complément, effectivement, il faut effectivement que ça tienne compte aussi de vos spécificités et des différents cas d'usage que vous pouvez rencontrer et que vous avez là notamment listés dans vos questions. Donc attention, voilà, j'insiste, attention au courrier, sollicitation des banques que vous recevez qui vous demandent de vous inscrire à une plateforme agréée. Aujourd'hui, c'est provisoire, donc en tout cas, ne faites rien sans nous en parler, parce qu'après, vous êtes engagé et sortir d'un engagement qui est signé pour 2 ou 3 ans, c'est très très compliqué. Donc, en tout cas, au 4e trimestre, on va revenir vers nous, parce qu'en tout cas, on aura la liste définitive, normalement, si le calendrier est respecté, de toute la liste des plateformes agréées avec un agrément définitif, avec ou sans réserve. Sur le point à date, donc l'annuaire a été mis en route dans l'été. Donc il y a des premiers tests qui se font avec des plateformes agréées. Il y a la consultation en ligne de cet annuaire qui est disponible. Donc vous pouvez sur Internet retrouver l'annuaire. Et il y a une campagne de publicitaire justement qui a été lancée par l'Ordre des experts comptables, donc et qui reboucle avec le message qu'on voulait vous faire passer, c'est qu'effectivement, donc vous devez recevoir sûrement des sollicitations un petit peu de tous les côtés de différentes plateformes agréées pour souscrire. Mais comme vous le rappelez, Sébastien, donc pour l'instant c'est une immatriculation sous réserve, donc surtout il est urgent de prendre connaissance de cette réforme, puisque vous voyez, c'est assez quand même complexe à mettre en œuvre. Mais pour autant, pas de se précipiter dans le choix, puisque effectivement, donc, en fonction des cas d'usage, donc ça, on aura l'occasion de revenir sur ce point-là dans un prochain webinaire pour bien vous expliquer, puisque l'administration fiscale a d'ores et déjà identifié 36 cas d'usage spécifiques, et que en fait, ces cas d'usage, toutes les plateformes agréées qui sont disponibles sur le marché et qui vous abordent aujourd'hui, elles ne traiteront pas toutes les 36 cas d'usage. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de cartographier vos activités pour bien identifier vos cas d'usage et bien choisir des plateformes qui soient adaptées à votre activité. Donc, il faut bien prendre le temps d'analyser. Et c'est pour ça que nous vous recommandons en fait, de ne pas vous précipiter et de ne pas signer d'ores et déjà avec des plateformes agréées, donc sans nous en avoir informé, et puis tout court, sans vous être penché sur vos besoins en activité, puisque ce que disait Sébastien, après, c'est compliqué de rechanger de plateforme. Et il faut bien effectivement que ça réponde à vos besoins. Et comme aujourd'hui, elles sont toujours en mode test, voilà, tant qu'on ne sait pas d'ici fin d'année qui sera vraiment agréé, voilà, autant prendre le temps quand même de bien poser le sujet. Donc, comment nous pouvons vous accompagner dans le cadre de cette nouvelle réforme? Donc, tout d'abord, on peut tout à fait donc, faire une sensibilisation de vos services comptables à cette nouvelle réforme. On peut également mener donc, des diagnostics à vos côtés sur donc, vos activités, donc la cartographie de vos activités et la digitalisation de vos processus. On peut également réaliser des missions d'audit de la piste d'audit fiable, puisque alors, ce sujet il est un petit peu passé à la trappe. Il y a très peu de clients qui s'en sont préoccupés, mais ce document-là est obligatoire en cas de contrôle fiscal, donc au risque d'avoir un rejet de la TVA déductible. Donc, la facture électronique n'exclut pas d'avoir une piste d'audit fiable. Ça va venir alimenter en fait votre piste d'audit, donc ça va la renforcer, mais ça nécessite tout de même d'avoir un document formalisé de piste d'audit fiable, donc ça on peut vous aider là-dessus aussi. On peut faire des missions de mandat de facturation, donc par exemple quittancer à votre place des loyers. On peut vous proposer aussi des missions de full service, donc prendre en charge d'une part la facturation, comme je viens de le dire, mais aussi la mise en paiement de vos factures fournisseurs et les relances clients par exemple. Et la dernière assistance qu'on peut vous apporter et celle sur laquelle on va très rapidement revenir vers vous, c'est donc l'assistance au choix d'une plateforme agréée, puisque la DGFiP a prévu la possibilité pour les experts comptables, en qualité de tiers de confiance, de pouvoir aider à choisir la plateforme agréée adaptée à votre activité et l'inscription au sein de l'annuaire. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions au-delà de celles que vous avez déjà posées et qui sont très pratico-pratiques dans le chat. Et on aura l'occasion donc de vous présenter donc d'une part l'avancée de la réforme avec les derniers sujets d'actualité, puisqu'on va vous proposer d'animer très régulièrement des webinaires. Donc, on va essayer de tenir le rythme d'un webinaire par mois, voilà, pour rentrer un petit peu dans le détail pratique de cette réforme. Et voilà.
Donc, merci de votre Et, attention. et surtout, alors nous, on n'a pas vu les questions qui auraient pu être posées, donc vous inquiétez pas, on va répondre à vos questions. Donc, on va reprendre ça avec Laura. Et je sais que c'est une réforme très structurante avec des nouvelles obligations. Voilà, on est conscient qu'il peut y avoir beaucoup de questions par rapport à cette présentation qui a été très rapide. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, on va revenir par rapport à toutes ces questions, on va vous répondre. On va vous inviter très rapidement à un prochain webinaire pour développer un petit peu plus par rapport aux questions qui ont été posées. Voilà, on va faire un état des lieux et on va vous proposer un deuxième webinaire pour rentrer un peu plus dans le détail. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous et en vous souhaitant